Samedi matin. Un supermarché comme tous les autres. Des familles, du bruit, rien d'anormal. Pourtant, au milieu de cette foule tranquille, une fillette de 5 ans comprend quelque chose que les adultes refusent de voir. Elle ne crie pas, elle ne fuit pas, elle fait un geste interdit par la peur. Un geste qui ne doit jamais être ignoré. Un gendarme hors service et son berger allemand le remarquent. Ce qui suit n'est pas une course-poursuite, mais une descente lente vers une vérité dérangeante, où l'amour devient dangereux et où une seule hésitation pourrait coûter une vie. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le samedi matin s'étirait lentement dans l'hypermarché de la banlieue lyonnaise. Une lumière blanche, presque clinique, tombait du plafond. Le bruit régulier des caddies, les annonces mécaniques, l'odeur mêlée du pain chaud et des produits ménagers. Rien ne sortait de l'ordinaire. Juste un lieu de passage, sans histoire. Julien n'était pas en service. Il portait un jean, une veste sombre, et avançait tranquillement entre les rayons avec Naya, sa chienne bergère allemand, attachée court. 2 choses à acheter, puis rentrer. Une routine simple. Mais soudain, Naya ralentit. Son corps se tendit imperceptiblement. Pas un aboiement, pas un mouvement brusque, juste ce silence particulier qu'elle prenait quand quelque chose n'allait pas. Julien suivit son regard. Près du rayon des confiseries se tenait une fillette d'environ 5 ans, trop immobile, trop calme. Ses vêtements semblaient choisis à la hâte, sans cohérence, comme s'ils n'étaient pas vraiment les siens. Son regard glissait sans cesse autour d'elle, évaluant les sorties, les adultes, les visages. À côté, une femme souriait doucement en remplissant le panier. Elle posait la main sur l'épaule de l'enfant, avec une attention presque excessive, comme pour s'assurer qu'elle était bien là. Julien aurait pu détourner les yeux, se dire que ce n'était pas son affaire. Puis, dans un angle mort du rayon, quand la femme se pencha pour attraper un paquet, la fillette leva discrètement la main. Un geste minuscule, appris, répété, un appel muet que peu d'adultes sauraient reconnaître. Le cœur de Julien se serra. Il n'accéléra pas. Il ne sortit pas son téléphone. Il ne se transforma pas en sauveur. Il avança simplement comme un client ordinaire, s'arrêta à hauteur des chocolats, croisa le regard de la fillette et inclina très légèrement la tête. Un signe presque invisible. Je t'ai vu. Les épaules de l'enfant se relâchèrent d'1 millimètre. Julien sut alors qu'il n'était plus question de hasard. Il allait suivre, observer, comprendre et agir, sans jamais provoquer la panique. Julien sortit son téléphone sans s'arrêter de marcher. Un message court, mesuré, aucun mot de trop. Enfant potentiellement en détresse, rien de certain, besoin d'un œil discret. Il l'envoya à une collègue en qui il avait une confiance absolue, quelqu'un qui savait attendre avant de juger. À la caisse, il se plaça naturellement derrière elle. Naya s'assit à sa gauche, calme en apparence, mais chaque muscle prêt à réagir. La fillette, devant lui, triturait la sangle d'un petit sac trop grand pour elle. Ses doigts tremblaient. Quand la caissière détourna le regard, elle refit le signe. Cette fois, plus lentement, plus clairement, comme si elle craignait que ce soit sa dernière chance. Julien inspira profondément. Il ne la fixa pas. Il se contenta d'un léger mouvement des yeux, une promesse, silencieuse. Naya posa doucement son museau contre la jambe de Julien, comme pour lui rappeler de rester ancré. Dehors, le parking était baigné d'un soleil pâle. La femme prit la main de l'enfant et se dirigea vers une berline grise. Julien nota la plaque sans y penser, par réflexe, puis regarda le véhicule s'éloigner. Il attendit quelques secondes, juste assez pour ne pas être évident. Puis il suivit. La circulation était dense, ordinaire. Feu, rouge, rond-point. Rien qui évoquait une fuite.
Et c'était précisément ce qui l'inquiétait. Deux images se heurtaient dans son esprit. Celle d'un enlèvement réel et celle, tout aussi terrible, d'une erreur qui détruirait une femme peut-être innocente et graverait la peur dans un esprit d'enfant. Son téléphone vibra. Un message. Un signalement récent. Enfant disparu. L'âge et la description pourraient correspondre. Je me rapproche. Julien sentit son estomac se nouer. La voiture ralentit, tourna, puis se gara devant une maison discrète dans un quartier résidentiel tranquille. Il coupa le moteur à distance. Le calme était trompeur. Il comprit alors qu'il entrait dans une zone où chaque seconde compterait et où il faudrait choisir entre attendre ou agir seul si tout basculait. La collègue de Julien arriva quelques minutes plus tard, sans bruit, sans gyrophare, sans signe distinctif. Une voiture banale de plus dans une rue tranquille. Ils échangèrent à peine un regard. Tout devait rester normal, trop normal. Les premières vérifications tombèrent rapidement. La femme s'appelait Camille Morel, 40 ans, ancienne institutrice. Arrêt maladie prolongé depuis 1 an. Aucun antécédent, aucun signalement. Une vie propre, sans tache apparente. Puis une information plus lourde, presque étouffante. Camille avait perdu sa petite fille dans un accident de voiture, 12 mois plus tôt. 5 ans, le même âge. Julien sentit quelque chose se serrer en lui. La fillette, elle, correspondait presque parfaitement à Lina Besson, disparue près de Grenoble 3 mois auparavant. Même âge, même couleur de cheveux, même regard sur les photos transmises. Un regard trop sérieux pour un enfant. Julien observa la maison. Les rideaux étaient tirés, mais pas fermés complètement. Dans le jardin, un petit vélo, une balle oubliée dans l'herbe, une balançoire qui grinçait doucement sous le vent. Tout semblait paisible, presque rassurant. Et c'était précisément ce qui rendait la situation si troublante. L'enfant n'était pas enfermée, pas affamée, pas blessée. Elle était propre, habillée, protégée, aimée, même, à sa manière. Mais elle n'était pas chez elle. Elle vivait dans une histoire qui n'était pas la sienne. Une psychologue d'urgence fut contactée immédiatement, spécialisée dans le deuil traumatique. Elle confirma ce que Julien redoutait déjà. Ce genre de douleur pouvait déformer la réalité. Et, quand la réalité se fissure, les réactions deviennent imprévisibles. Naya, elle, restait immobile, couchée près de Julien. Ses yeux ne quittaient pas la maison. Elle ne cherchait pas une menace. Elle attendait un moment, un instant où il faudrait protéger. Soudain, un mouvement derrière la fenêtre. Puis la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Camille apparut avec un sac sur l'épaule, un manteau à la main. La fillette juste derrière elle. La précipitation était évidente. Julien se redressa lentement. Elle ne fuyait pas encore. Mais elle se préparait à partir. La voiture de Camille repartit sans brusquerie, mais sans logique non plus. Elle ne cherchait pas à semer quelqu'un. Elle roulait comme on fuit une pensée qui revient trop fort. Un virage, puis un autre. Des rues calmes. Aucun clignotant oublié. Rien d'illégal. Rien de rassurant non plus. Julien suivait à distance, le cœur serré, tandis que la voix de la psychologue, la docteure Élodie Garnier, s'imposait doucement dans son oreillette. Elle venait d'arriver sur zone. Son ton était posé, mais ferme. Elle expliqua que lorsqu'une personne endeuillée se sent acculée, le danger ne vient pas d'une intention violente, mais d'un effondrement soudain. Un geste irréfléchi, irréversible, pour faire taire la douleur. La voiture s'arrêta près d'un belvédère dominant le Rhône. Un endroit ouvert, paisible, choisi d'ordinaire pour reprendre son souffle. Des bancs, un garde-corps, le fleuve en contrebas, large et silencieux. L'équipe se positionna loin, invisible, laissant volontairement un espace. Aucun piège,
Aucun encerclement. Julien observa à distance. Camille parlait vite, trop vite. Ses mots semblaient se bousculer. Elle tenait la fillette contre elle avec une force maladroite, protectrice et possessive à la fois. Elle l'appelait par un autre prénom. Encore. Comme si le répéter pouvait le rendre vrai. La petite ne criait pas. Elle pleurait sans bruit. Des larmes discrètes qui glissaient sur ses joues. Un corps raide. Une respiration courte. Comme si elle avait compris qu'exprimer trop fort sa peur risquait de déclencher quelque chose de pire. Le dilemme s'imposa brutalement. Intervenir maintenant, c'était risquer la panique. Attendre, c'était laisser la situation s'approcher d'un point de non-retour. Julien sentit Naya se redresser lentement à ses côtés. Camille fit un pas en arrière, puis un autre. Son regard se troubla, un œil dans le présent, l'autre perdu dans un souvenir qu'elle ne voyait qu'elle. Et le bord du belvédère n'était plus très loin. La docteure Élodie Garnier s'avança lentement, à découvert, les mains visibles, la voix basse. Elle ne prononça ni le mot police, ni le mot enlèvement. Elle se contenta de dire son prénom. Puis elle s'arrêta à distance respectueuse, laissant l'air circuler entre elles. Elle parla à Camille comme on parle à quelqu'un qui souffre, depuis trop longtemps, sans accusation, sans menace. Elle évoqua la fatigue, la solitude, les nuits qui ne finissent jamais quand on a perdu ce qu'on aimait le plus. Camille secoua la tête, les yeux écarquillés. Elle refusait d'entendre les mots qui pourraient fissurer l'histoire qu'elle s'était construite. Disparition, parents, retour. Elle les repoussait un par un, comme on repousse une porte trop lourde. « Ma fille est là », répétait-elle, la voix cassée. « Elle est avec moi. » La fillette murmura alors, presque inaudible, son vrai prénom. Puis une phrase qui tremblait plus que sa voix. Elle voulait rentrer chez sa maman. Pas ici, pas maintenant, chez elle. Le corps de Camille se raidit. Ses bras se refermèrent trop fort. Sa respiration se hâta. Elle était à un pas de ce point où la logique se dissout complètement, où seule subsiste la peur de perdre une seconde fois. Julien bougea à peine. Un geste discret de la main. Un ordre muet. Naya s'approcha lentement, pas droit devant, en arc de cercle. Elle s'assit à hauteur de l'enfant, posa son poids calmement sur ses pattes, baissa légèrement la tête. Sa respiration était profonde, régulière, presque contagieuse. La fillette hésita, puis posa sa main sur la tête du chien. Quelque chose se relâcha immédiatement. Ses épaules descendirent. Son visage se détendit pour la première fois depuis longtemps. Elle caressa doucement la fourrure chaude, comme si elle se souvenait soudain de ce que signifiait être en sécurité. Camille observa la scène. Ses yeux se remplirent de larmes. Un souvenir s'imposa sans prévenir. Le rire de sa propre enfant. Un chien, autrefois. Une vie où tout n'était pas fracture et survie. Elle éclata en sanglots. La tension ne disparut pas. Mais la femme derrière la peur venait de réapparaître. La docteure Garnier ne se pressa pas. Elle laissa les sanglots suivre leur cours, comme une vague qui devait d'abord se briser avant de se retirer. Puis, elle posa des mots, lentement, avec une précision presque chirurgicale. Elle parla de la solitude qui envahit les journées, de ce silence trop grand dans les chambres vides. Elle expliqua que le deuil, quand il n'est pas accompagné, peut tordre la réalité jusqu'à la rendre méconnaissable. Et surtout, elle dit une phrase simple, sans dureté. « Aimer ne donne pas le droit de garder. » Julien resta en retrait. Il ne fit aucun geste inutile. Sa présence suffisait. Il savait que chaque mot de trop pouvait refermer la brèche qui venait de s'ouvrir. La fillette tremblait encore. Sa main ne quittait pas la tête de Naya. Puis, avec cette lucidité désarmante propre aux enfants, elle parla. Elle dit qu'elle voyait bien que Camille était triste. Elle dit qu'elle était désolée pour la petite fille qui n'était plus là. Mais elle ajouta, d'une voix fragile et ferme à la fois, qu'elle n'était pas son enfant et qu'elle voulait rentrer chez elle.
Ces mots frappèrent Camille de plein fouet. Ses jambes cédèrent. Elle tomba à genoux, la tête baissée, secouée par une honte profonde, mêlée d'un soulagement inattendu. Comme si quelqu'un venait enfin de mettre fin à une lutte qu'elle n'arrivait plus à arrêter seule. Ses bras se desserrèrent lentement. Julien s'approcha alors. Il prit la fillette avec douceur, l'enveloppa de sa veste, et lui murmura qu'elle allait rentrer, que tout allait être pris en charge maintenant. Camille ne résista pas. Elle leva les yeux, rougit, et acquiesça faiblement. Il y avait dans son regard une fatigue immense, mais aussi une forme de paix naissante. Quelqu'un avait repris le poids de l'histoire. Ils repartirent vers la brigade sans un mot de trop. La fillette, blottie dans une couverture, marchait entre Julien et Naya. La chienne restait collée contre elle, silencieuse, attentive, comme une sentinelle veillant jusqu'au bout. La réunion eut lieu dans une salle simple, aux murs clairs, sans caméra, sans agitation inutile. Juste des chaises, une table, et ce silence particulier qui précède les retrouvailles trop longtemps retenues. Quand la porte s'ouvrit, la mère entra la première, le visage creusé par des nuits sans sommeil. Le père juste derrière, raide, comme s'il avait peur que tout disparaisse encore s'il respirait trop fort. La fillette les reconnut instantanément. Elle lâcha la main de Julien et courut vers eux sans hésiter. Le choc fut presque physique. Des bras qui se referment, des genoux qui cèdent, des sanglots enfin autorisés. Toute la tension accumulée depuis des mois se déversa en quelques secondes. Julien resta en retrait. Il observa sans intervenir, sans chercher sa place dans cet instant qui ne lui appartenait pas. Quand le calme revint, la fillette parla, avec des mots simples. Elle expliqua qu'elle n'avait pas été frappée, qu'on lui avait lu des histoires, qu'on lui avait préparé des goûters. Elle dit aussi que Camille n'était pas méchante, juste très triste, perdue dans quelque chose de trop grand pour elle. Camille, de son côté, fut prise en charge médicalement dès le lendemain. Rien n'était effacé, rien n'était minimisé, mais tout était replacé dans sa juste complexité. La docteure Garnier parla de réparation, pas seulement de sanction. Reconnaître la faute, protéger l'enfant, et surtout soigner la douleur qui avait tout déclenché. Le soir, chez lui, Julien eut du mal à trouver le sommeil. Il revoyait le belvédère, le pas en arrière, le regard perdu. Il comprit à quel point ils avaient été proches d'un drame irréversible, et combien le choix de la lenteur avait compté. Quelques mois plus tard, une lettre arriva à la brigade, écrite dans le cadre d'une thérapie. Camille y demandait pardon, sans justification, sans demande en retour. Juste des mots pour refermer, enfin, une histoire qui n'aurait jamais dû commencer ainsi. 8 mois avaient passé, peut-être 9. Le temps n'avait pas réparé, mais il avait cessé de saigner. Camille suivait désormais une thérapie régulière. Elle ne niait plus l'absence. Elle avait appris à la nommer, à la laisser exister sans chercher à la remplir. Vivre avec le manque sans voler une présence. C'était lent, douloureux, mais réel. Après de longues discussions, et uniquement parce que la fillette l'avait souhaité, une rencontre fut organisée, courte, encadrée, sans promesse. Pas pour créer une famille impossible, mais pour nettoyer une cicatrice encore vive. Camille resta assise. Elle ne tendit pas les bras. Elle écouta. Elle s'excusa encore une fois, sans se justifier. Puis elle laissa l'enfant repartir avec ses parents, en silence, sans retenir, sans s'accrocher. Dans ce geste simple, il y avait une compréhension nouvelle. Julien, lui, reprit sa vie, avec Naya. Quelques semaines plus tard, ils furent invités dans une école primaire pour une journée de prévention. Rien de spectaculaire. Juste expliquer comment demander de l'aide, comment faire un signe quand la voix n'ose pas, comment reconnaître la détresse derrière un visage trop sage. La fillette était là aussi.
un peu plus grande, plus assurée. Devant la classe, elle montra le geste, calmement, pas pour faire peur, pour donner une clé, un outil, une chance. Julien observa Naya, assise près de lui, attentive, tranquille. Il repensa à ce samedi ordinaire devenu décisif. Il comprit alors que le véritable héroïsme n'avait pas été l'autorité, ni la force, mais la douceur, l'écoute, le courage de ne pas se précipiter. Parfois, sauver une vie commence simplement par prendre le temps de regarder. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour l'aimer, la partager et vous abonner. Cela aide ces récits à continuer d'exister.